Je suis né le 6 mars 1934 à Constantine, en Algérie. J'ai perdu mes parents très jeunes. Je ne les ai pas connus. J'ai été orphelin et pupille de la nation. J'ai été récupéré par mon oncle paternel qui nous a élevés jusqu'à l'âge de 15 ans. Non, même pas 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, mon père adoptif est décédé. Mon frère Roger a été embauché comme mécanicien. Il devait partir à Marseille. Nous sommes partis à Marseille en 1946 et à Aubagne. Et nous sommes revenus parce que ma mère ne se plaisait pas. Donc nous sommes revenus à Ouadénati. À ce moment-là, j'ai été accueilli par mon oncle maternel, mon oncle Salvatore. Je suis resté jusqu'à l'âge de 15 ans chez mon oncle Salvatore. Ensuite, j'ai été récupéré par ma mère adoptive et mon frère qui étaient partis dans la l'Algérie. À l'âge de 15 ans, de 17 ans, alors que je me promenais en vélo, au moment où les musulmans traversaient la chaussée, j'ai voulu freiner, ma roue avant était mal serrée et je suis tombé sur la chaussée en arrière. J'ai eu une fracture du crâne. J'ai été hospitalisé pendant 15 jours. Mais mon frère Roger, qui venait me voir, croyait que j'étais décédé puisque j'étais tombé dans le coma. J'avais pas de mémoire. Je me souvenais de rien. À force, les infirmières, une infirmière qui était une sœur qui faisait office d'infirmière, venait tous les jours me voir et me disait « alors, vous vous rappelez pas, tel endroit, tel machin », à force, la mémoire m'est revenue. J'ai su que j'étais tombé, donc en voulant un frein pour éviter le musulman. Ensuite, nous sommes toujours partis dans l'Algérie. Et jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, j'ai voulu devancer mon appel au premier régiment de ce pays algérien à Médéa. Comme ce régiment était un peu disciplinaire, ça ne me plaisait pas. Il demandait des volontaires pour l'Indochine. Comme ma mère adoptive était tutrice, n'a pas voulu accorder l'autorisation pour que je passe en Indochine. Il m'a demandé ensuite volontaire pour les compagnies sahariennes. Donc je suis parti aux compagnies sahariennes au Fezzan, en Libye, c'est-à-dire entre la Tunisie et la Libye. Et puis ensuite, j'ai été libéré en 1954, et au moment où il y avait les événements Algérie, la guerre d'Algérie, je travaillais à ce moment-là. J'ai été rappelé, vu que je travaillais, j'ai fait savoir que je travaillais, donc ils m'ont libéré. Au moment où j'ai été libéré, je travaillais avec un musulman dans un oued assez éloigné du village, qui m'a posé la question « Qu'est-ce que tu penses du FLN ?» Alors pour ne pas avoir la tête coupée, je lui ai dit ben, ils ont raison. Et je me suis engagé dans les GMS, qui étaient à ce moment-là GMPR. Je suis resté au GMPR de 55 à 59. Ensuite, en 59, j'ai été dans les SAS. J'ai fait à peu près 9 mois dans les SAS, rappelé comme interprète. Je suis reparti donc militaire à Colombéchor. Et ensuite, j'ai été libéré
6 mois après, puisque j'ai été rappelé pour 6 mois, libéré 6 mois après, mon frère Albert voulait travailler, mais tout seul. Il m'a dit, moi je suis tout seul, si tu veux, tu pourrais travailler, on pourrait travailler ensemble. Donc j'ai accepté de travailler à la CAPER. CAPER, c'est-à-dire qu'il y avait l'État qui reprenait les terres des colons pour les donner en métayage. J'ai travaillé donc dans cette société 2 ans. Ensuite, il y a eu l'indépendance. Vu que les Algériens défilaient en nous faisant des bras d'honneur, je n'ai pas voulu accepter, je suis parti. Voilà. Il était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol. Le rossignol revint, se posa sur la main de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol, rossignol. J'ai vécu, je suis né en Algérie, j'ai quitté l'Algérie, j'avais 29 ans. Donc j'ai passé 29 ans de ma vie, toute ma jeunesse en Algérie. Pour moi, c'était mon pays. Donc je me considère aussi bien français qu'algérien. Voilà. Même maintenant? Hein? Encore maintenant? Oui. Lorsque nous étions gamins, nous fréquentions avec les Arabes. Et la première des choses que nous avons appris en arabe, c'est les insultes. Ensuite, comme
On était des gamins, on jouait ensemble, on parlait l'arabe, aussi bien que l'arabe que le français. Voilà pourquoi j'ai continué à parler l'arabe. Et est-ce que ça t'a permis de te sentir encore plus algérien de parler arabe? Je me sens aussi bien algérien que français, hein. Donc pour moi il n'y a pas de différence. Étant natif d'Algérie, nous nous entendions très bien avec les musulmans. Nous allions à l'école ensemble, nous jouions ensemble, et parfois même nous mangions ensemble. Nous passions tout notre temps ensemble. Je n'ai jamais compris pourquoi qu'ils se révoltaient par la suite. Voilà. Donc les musulmans, je les ai toujours aimés. Pour moi, ce sont comme des frères. Il est formidable, ensemble. C'est ça que j'entends qu'il n'est pas venu au Algérie. Ils sont le bienvenu. Ah ouais. Bien aussi. Les Algériens, il y a deux sortes d'Algériens. Il y en a qui étaient pour l'indépendance et d'autres qu'au contraire voulaient être français et voulaient que la France reste. Ceux qui sont révoltés, c'était des gens qui étaient un petit peu instruits et qui voulaient l'indépendance à tout prix. À un moment donné, ils voulaient l'indépendance, il y avait deux catégories. Le MNA, donc Frère Tabas, qui voulait l'indépendance avec les Français. Et les autres, le FLN, qui eux ne voulaient pas les Français. Ils voulaient leur indépendance sans les Français. Donc, il y a dans les Algériens, comme dans les Français, comme dans toutes les races, il y a des bons et des mauvais. Il y en avait comme chez nous, il y a des Français qui sont pour, des Français qui sont contre. Les Algériens, c'était pareil. Étant français, je me suis engagé pour faire la guerre contre les musulmans, puisqu'ils ne voulaient plus de nous. À l'époque où l'Algérie était française, avant qu'il y ait la guerre d'Algérie, nous nous entendions très bien, au point de vue musulman et européen. Nous étions très bien. Il a fallu qu'il y ait le FLN qui gorgeait tout le monde, les civils comme les militaires, les femmes comme les enfants. Il ne faisait pas de détails et ça ne me plaisait pas. C'est pour ça que j'ai voulu faire la guerre.
Pour parler de la guerre d'Algérie, j'étais militaire, donc je combattais. Dans une guerre, il n'y a pas... Nous devons nous défendre. Donc si j'étais attaqué, je devais me défendre. Si l'autre était attaqué, il devait se défendre. Voilà, l'histoire d'une guerre, c'est cela. Donc il n'y a pas de différence. Je n'ai pas, disons, la volonté de tuer pour tuer. Si j'étais obligé, je tuais. N'étant pas obligé, je ne tuais pas. De même que de l'autre côté, ils étaient obligés de se défendre, comme nous étions obligés de nous défendre. C'est une guerre, c'est ainsi. C'est celui qui défend, qui se défend, et l'autre qui défend. Voilà. Étant rappelé comme interprète, donc j'étais caporal-chef, on m'a désigné, j'avais fait un prisonnier FLN qui avait été blessé par une balle de mitrailleuse. Il avait son épaule qui était presque démolie. Je devais aller avec lui pour récupérer les armes qui se trouvaient dans une cache. Et lorsque nous sommes arrivés, les armes avaient disparu. Nous avons pu récupérer qu'un pain, genre pain teinté qui servait à faire sauter le fil de fer de barbelé pour pouvoir passer un barrage. J'ai donc avec ce prisonnier, une fois qu'on a récupéré ce que j'avais à récupérer, je me suis engagé à faire hospitaliser ce FLN, prisonnier FLN blessé, à le faire hospitaliser, et j'ai été le voir une ou deux fois à l'hôpital. Et il y avait un fusil de chasse. J'ai questionné plusieurs fois le musulman pour me dire où se trouvait cette arme. Il n'a pas voulu me le dire, donc j'ai employé la force. Quand on emploie la force, soit que c'est bon, soit que c'est mauvais. Ça a été mauvais pour moi. Je ne tiens pas trop à insister là-dessus. Mais pourquoi tu dis que ça a été mauvais pour toi? Parce que pour disons pour faire voir que je savais qu'il y avait une arme, je l'ai fait abattre. C'est pas toi qui lui as tiré dessus? C'est pas toi qui lui as tiré dessus? Non. Et est-ce que tu t'y penses parfois? Parfois je pense, bien sûr, on pense toujours dire si on avait su, on aurait pu faire ceci, si on aurait pu être autrement, mais ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que maintenant ça fait 50 et quelques années que c'est passé, il faut essayer d'oublier. Et est-ce que tu penses que c'est pas important que les jeunes générations essayent de se souvenir? Les jeunes générations devraient se souvenir des bonnes choses, pas des mauvaises. Est-ce que tu penses que c'est pas bien de se rappeler des mauvaises pour les éviter? Non. Tu crois pas? Je préfère mieux penser des bonnes choses que de mauvaises. Et les Algériens, justement, devraient penser. La nouvelle génération, justement, le gars que nous avons connu en Algérie, que donc j'ai été reçu comme toi, moi, on a été reçus comme des rois, qui reconnaissent que justement la France a fait quelque chose de bien et que c'est malheureux que ça s'est passé comme ça. Ils auraient voulu être comme nous, ensemble. Et est-ce que t'aurais aimé faire autrement pour ce jeune musulman? J'aurais voulu que ça se passe autrement, oui. Mais ça s'est passé autrement que comme j'aurais voulu. Tu te rappelles de son prénom? Non. Et de son Je ne visage? me rappelle plus ni des prénoms des Algériens qui étaient de mon enfance. Je ne me rappelle plus
Et est-ce que tu te rappelles de son visage? De son visage? Non. Pas du tout. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix au son caressant, qui les murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Au point de vue torture, il y a eu torture aussi bien d'un côté que de l'autre. Dans une guerre, tout n'est pas propre. Et si on veut obtenir des renseignements, il n'y a que la torture qui puisse faire quelque chose. Sans cela, on n'obtient rien. Il y en a qui font comme moi la diplomatie. D'autres, c'est autrement. Dans une guerre, jamais n'est propre. Et est-ce que tu penses que du coup c'était obligatoire la torture? Dans certains cas, la torture est obligatoire. Soit que le prisonnier, de son propre aveu, nous dise ce qu'il en est, soit qu'il faut le torturer pour obtenir quelque chose. Et est-ce que toi tu as déjà participé à des... tu n'as pas... Est-ce que tu... Enfin je sais que tu m'as dit que non, mais... Est-ce que tu as déjà vu des scènes de torture? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu quelqu'un en train de te torturer. J'ai appris par la suite qu'il fallait qu'ils aient torturé un parce qu'il fallait obtenir les renseignements. Mais je n'ai jamais assisté à une torture. Et est-ce que tu trouvais ça révoltant? Est-ce que tu avais de la peine pour les membres du FLN? Ben, évidemment, ça te fait de la peine quand quelqu'un est torturé. Mais comme je dis, une guerre n'est jamais propre. Donc tu es obligé que ça soit l'ennemi d'un côté comme l'autre. Lorsqu'il y avait un prisonnier qui voulait obtenir des renseignements, il y avait la torture.
Et est-ce qu'il y avait des soldats qui étaient contents de torturer? Non, je pense pas, j'en sais rien, je pense pas. T'en as jamais rencontré? En principe, il devait pas être content, mais bon, il fallait qu'il le fasse. Comme il fallait qu'il le fasse, c'était des ordres de la hiérarchie? On leur donnait des ordres, il fallait qu'ils fassent ce qu'ils devaient faire. Et puis, comme je dis, dans une guerre, rien n'est propre. Pour obtenir un renseignement, il y a la torture. Pendant la guerre d'Algérie, j'ai assisté à des martyrs. Les FLN qui faisaient des prisonniers et on les attachait à un arbre, on leur coupait les parties et on leur mettait dans la bouche. Donc, c'était pas bien, pas beau à voir. Les Algériens étaient pris entre deux feux. D'un côté l'armée française et de l'autre côté le FLN. Si les Algériens étaient pour les Français, ils étaient automatiquement égorgés par le FLN, qui savaient qu'ils étaient pour la France et qui ne voulaient pas qu'ils soient pour la France. Donc ils sont arrivés dans un douar, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu pas mal de harkis, pas mal de familles qui partaient rejoindre l'armée française parce qu'ils étaient menacés par le FLN. Et pendant la guerre, ils étaient pris entre deux feux, aussi bien du côté français que du côté FLN. Lorsque nous prenions des prisonniers, pour nous, vu qu'ils étaient ailleurs, on les trouvait dans les montagnes. Ça se trouve, ils étaient pour rien, mais nous considérions qu'ils étaient rebelles, donc FLN. Alors ils étaient aussi bien tabassés, si je puis dire tabassés, par les Français que par les Algériens. C'était un village assez éloigné, ou plutôt un bourg, on va appeler cela un bourg, là où il y avait des paysans, des colons, une ferme assez éloignée. Et on a vu massacrer une femme qui était enceinte, enlever le bébé du ventre et le mettre des cailloux à la place. Une autre fois, c'était un jeune qui travaillait avec un jeune Algérien qui a été aussi tué par un camarade qui était camarade avant et qui a eu l'autre de le tuer parce qu'il était français. Il y a eu pas mal de massacres. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas que je revienne sur ce qui est passé il y a 50 et quelques années. Pour moi, il faut tout oublier. Il faut que toi tu oublies ou il faut que l'histoire oublie? Il faudrait, d'un côté, raconter l'histoire telle que, et puis ne plus penser à ce qui était avant. Et t'as pas peur que les gens ne sachent jamais vraiment ce qui s'est passé en Algérie? Beaucoup de Français métropolitains ne connaissaient pas l'Algérie française. L'histoire des colonies, on ne leur apprenait pas à l'école. C'est malheureux. Et maintenant là, t'as pas envie que les gens sachent ce qui s'est passé en Algérie? Justement, il faudrait que l'éducation leur rappelle un peu les anciennes colonies françaises. Pourquoi? Pour leur mettre en évidence aussi bien le mauvais que le bien. Tu penses que les colonies c'était à la fois bien et mauvais? Voilà. Et est-ce que toi tu veux oublier parce que t'as honte de ce que t'as pu faire?
Non, moi, pour ainsi dire, j'avais 29 ans quand je suis arrivé en France. J'en ai 84. Ça fait déjà plusieurs années qui sont passées, écoulées. Et t'as jamais eu honte? Et est-ce que t'étais fier? Hein? Est-ce que t'as été fier? Ouais. T'étais fier de quoi? T'es fier d'être français. Et est-ce que t'étais fier d'être français en Algérie ou d'être français tout court? Je suis fier d'être français, mais par contre, ce que j'ai pas trouvé normal, c'est qu'en 62, lorsque nous avons été rapatriés, on nous ait maltraités au départ. Comment ça? Parce que les Français métropolitains, pour ainsi dire, ils nous traitaient le pied noir, les Français d'Algérie. Pour eux, Français métropolitains, les pieds noirs étaient mauvais. C'était des mauvais Français. Et est-ce que tu penses que t'étais un mauvais français? Je pense pas. C'est quoi pour toi un bon français? Un bon Français, c'est celui qui doit reconnaître sa patrie et ne pas faire la différence entre les uns et les autres. C'est quoi que t'appelles les uns et les autres? C'est-à-dire les autres pays, les Algériens, les Hongrois, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est des êtres humains, donc on est tous pareils. Il ne devrait pas y avoir de différence. Alors si on est tous pareils, c'est quoi, papy, pour toi être français? Moi, j'aime la France. Je suis patriotique. Pour autant, pour français, c'est une valeur, c'est tout. Une valeur de fraternité, d'amitié? Liberté, égalité, fraternité. Et ça te fait de la peine de voir que On n'est pas tous égaux. on n'est pas tous égaux? Voilà. Et tu trouvais que c'était plus égal à l'époque de l'Algérie française? Non, disons que aussi bien en France qu'en Algérie, il y a des inégalités, elle est aussi bien en France qu'en Algérie. Donc c'est pas tout pareil. Et on retourne à midi, nous les vendredis c'est toujours couscous, plat traditionnel. La semaine c'est un peu cuisine française et tout ça, mais le vendredi c'est toujours chouchouka ou couscous. Moi j'ai voulu montrer que c'était autre chose, juste un chapeau, une moustache et un papillon. C'est de l'esthétisme, c'est un savoir-vivre, c'est être curieux justement. Papy, ça va? Tu t'es reposé? Ça va? Tu veux encore d'autres macroudes ou c'est bon? Si tu en veux encore, tu me le dis. Hein. Si, la bleue, où est-ce qu'elle est la bleue? La bleue, donc. Je vais lui donner des... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une pièce. Parce que ça fait 52 ans que papy n'a pas bougé. Hein. C'est les vrais merguez ici, c'est vrai, 52 ans. J'ai pris la marche pour le digérer. Je retourne à la maison. Et moi le soir j'ai pas beaucoup mangé. Aujourd'hui j'ai beaucoup mangé. Mais c'est léger, hein, ce qu'on mange. J'ai attendu pour retourner en Algérie, je ne voulais pas retourner parce qu'on m'avait dit tu vas en Algérie, c'est ceci, c'est cela, t'es mal reçu, vu que t'étais pied noir, tu vas te faire zigouiller. Donc je ne voulais pas retourner en Algérie jusqu'au jour où mon petit-fils m'a invité à aller en Algérie avec lui. J'ai été en Algérie avec lui.
j'ai trouvé que tout ce qui m'avait dit était complètement faux. Voilà. Et ils étaient comment les Algériens alors? Ben, j'ai trouvé que les Algériens, il n'y avait pas de différence entre avant et après. On s'est trouvé comme avant. Est-ce que tu n'y es pas retourné parce que tu avais peur de ne pas retrouver l'Algérie que tu avais aimée? D'un côté, si, je ne suis pas retourné en Algérie parce que j'avais l'appréhension de ne pas reconnaître ce que j'avais connu. C'est-à-dire tout abandonné, alors qu'il y avait des cultures, il y avait des beaux trucs, et que je pensais qu'ils n'existaient plus. Et je m'en suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs qui avaient disparu. Ça t'a fait de la peine? J'ai un petit peu peiné. Mais enfin bon, c'est leur vie. Chacun sa vie. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir quand t'es retourné en Algérie? Ben déjà, lorsque nous étions dans l'avion, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait plus d'animosité, que nous étions pareils. Et nous avons été très bien accueillis. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois que je revois ou que j'ai au téléphone ce que nous avons connu, à chaque fois ils me disent « Tu viens chez nous, tu es chez toi ». Et tu te sens chez toi là-bas? Je me sens dans mon pays. Autant que la France? Voilà. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.